Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvic. Il est 8 h en temps universel ce vendredi 17 janvier 2025. Merci de votre fidélité à la voix de la résistance panafricaine. Merci une fois de plus d'être en notre compagnie. Je vous invite à vous abonner massivement à Elvic pour ne rien rater des actualités africaines, panafricaines. Vous pouvez aussi, pour recevoir des alertes, cliquer sur la sonnette qui est à côté de notification, afin donc d'être averti, alerté chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez, donc, la Côte d'Ivoire vit actuellement des moments difficiles, de tension même, pourrais-je dire, tant le dictateur Alassane Dramane Ouattara souhaite se représenter à un nouveau mandat. La question que nous nous posons est: qu'est-ce qui fait courir Alassane Dramane Ouattara? Bien sûr, il y a le pouvoir, mais il y a aussi l'argent. Car depuis son arrivée à la tête du pays, Alassane Ouattara et aussi son épouse Dominique Nouvian-Florou Ouattara ont amassé une fortune considérable. Le budget de souveraineté à 1 milliard de dollars annuels. C'est ce que reçoit M. Ouattara, sans compter son salaire, sans compter le budget de la présidence, sans compter les autres détournements de deniers publics, mais surtout sans compter l'argent qu'ils perçoivent à travers des entreprises multiples qui reçoivent des contrats de façon opaque, de gré à gré, et avec l'État de Côte d'Ivoire qui le gère. Ainsi, M. Ouattara peut se targuer d'avoir une fortune, mais cela n'a pas commencé maintenant. C'est depuis, donc, lorsqu'il était à la primature, mais plus le temps de la rébellion qui a occupé le nord et une grande partie du centre et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. En effet, pendant cette période, des pontes du RDA qui travaillaient pour le couple se chargeaient d'exporter illégalement vers des pays voisins le café, le cacao et d'autres cultures de rente de la Côte d'Ivoire. Ainsi, la Côte d'Ivoire perdait des milliards de francs CFA qu'il pouvait percevoir en impôts, et cet argent venait donc pour engrosser, pour nourrir les caisses au culte du RDA, du régime RDA. Cet argent a permis donc de financer cette rébellion durant plusieurs années et de faire parvenir M. Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse donc, comme je le disais tantôt, des moments difficiles. Les caisses de l'État sont vides. La Côte d'Ivoire sollicite d'ailleurs le Fonds monétaire international à hauteur de plus de 3 000 milliards afin donc de pouvoir couvrir son budget de l'année 2025. L'État de Côte d'Ivoire est aussi engagé dans une lutte donc contre les cartels qui font sortir de la Côte d'Ivoire les produits agricoles, les produits de rente. C'était une pratique, comme je vous le disais, qui avait pignon sur rue lorsque le RDA, par sa rébellion armée, par sa branche armée, occupait une grande partie de la Côte d'Ivoire. Et cela a continué, car ces personnes qui y ont fait fortune, qui ont amassé de très grosses fortunes même, refusent d'abandonner. Une fois qu'ils sont parvenus au pouvoir, ces activités ont continué. Actuellement donc, avec la période de vaches maigres, le régime qui connaît donc ces entourloupes a décidé d'y mettre fin. On nous apprenait il y a quelques jours, hier nous avons donc passé ce communiqué, hier matin, si vous voyez donc notre direct d'hier matin, le régime a ainsi suspendu de ses fonctions un préfet, le préfet de Sipilou, le commandant de brigade de la localité, le chef de détachement des FACI, de même que le commandant du poste de la douane. Aujourd'hui ou hier, en tout cas, le régime nous apprenait encore par un autre communiqué que cette opération se poursuit, et le Conseil national de sécurité s'était penché aussi sur la question hier. Nous en avons parlé abondamment au cours de notre direct d'hier soir, et on a aussi ce communiqué donc qui est apparu dans le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Cour d'appel d'Abidjan, pôle pénal économique et financier, c'est-à-dire le parquet qui s'occupe donc des crimes économiques, des crimes de détournement, des crimes donc de grand banditisme en relation avec des détournements ou donc des
des crimes qui font perdre à l'État beaucoup d'argent. Le communiqué dit ceci, communiqué du procureur de la République, le mercredi 8 janvier 2025, un camion de marque Mercedes type remorque immatriculé au Mali, transportant 52 sacs de café brut d'un poids de 4 tonnes, soit 4000 kilos, dissimulés et disséminés parmi les marchandises constituées d'amidon et d'igname, a été intercepté à la sortie de la ville de Korogo par l'antenne régionale de la police des stupéfiants et des drogues. Les investigations ont permis d'établir que le camion en provenance de la ville de Bouaké avait pour destination la ville de Bamako au Mali. Le camion ainsi que les sacs de café brut ont été saisis. Et par ailleurs, 10 personnes, dont des agents publics, ont été interpellées par les enquêteurs. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour des faits de corruption, exportation illicite de produits agricoles soumis à agrément et blanchiment de capitaux. Le procureur de la République rappelle que l'exportation des produits agricoles sans agrément et au mépris de la réglementation en vigueur est constitutive d'une infraction pénale. Les auteurs de cette infraction seront interpellés et poursuivis par ses services. Le produit de cette infraction et les moyens de transport ayant servi à commettre seront saisis. Voilà donc un communiqué fait à Abidjan le 16 janvier 2025 signé par le procureur de la République le procureur de la République près le pôle pénal financier Claude Michel. Voilà, donc vous avez compris, donc l'État de Côte d'Ivoire lutte contre une pratique qu'elle-même, en tout cas les dirigeants actuels eux-mêmes avaient favorisée lorsqu'ils étaient dans la rébellion. Donc c'était des tonnes et des tonnes, des milliers de tonnes. Je rappelle, la Côte d'Ivoire produit environ 2 millions de tonnes de cacao et durant donc ces 8 années de rébellion armée, plusieurs centaines de milliers de tonnes étaient exportées illégalement vers les pays voisins, principalement le Burkina Faso. Adama Bictogo, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, se chargeait de ces trafics. Selon des informations qui nous sont parvenues, il y avait même des usines de torréfaction de café et des usines aussi de transformation de cacao à Ouagadougou. Ensuite, ce produit était transporté vers le port de Lomé au Togo. C'était un trafic qui a duré plusieurs années et qui a permis à la rébellion d'amasser des milliards et des milliards, des centaines de milliards même. Et cela a permis donc au RDR de tenir à Abidjan, mais aussi au RDR, aussi à sa branche armée, de pouvoir payer les soldats, les jeunes gens qui s'étaient engagés, pour certains volontaires, dans cette rébellion armée qu'Alassane Dramane Ouattara avait imposée à la Côte d'Ivoire pour, dit-il, réparer des torts qui ont été donc commis contre les populations du Nord. C'est d'ailleurs ce même discours qu'il continue de propager aujourd'hui. On le voit donc, des personnes, comme je le disais tantôt, qui ont fait fortune dans cette activité illégale ne veulent pas s'arrêter. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont appelées à contribution. Nous espérons donc qu'il n'y ait pas de bavure encore de la part donc des forces de défense et de sécurité, mais aussi de la part des trafiquants. Donc, il faut rappeler qu'il y a de cela quelques jours, dans la nuit du 30 décembre au 31 décembre dernier 2024, donc une patrouille de la gendarmerie nationale était tombée sous des tirs nourris de personnes non identifiées armées de fusils de guerre, de Kalachnikov AK-47. Un gendarme avait été tué, sa dépouille rapatriée à Abidjan et sa famille a célébré ses obsèques il n'y a pas longtemps. Donc les forces de défense et de sécurité qui opèrent dans ces zones, souvent où se passent des trafics et en tout genre, sont donc dans une situation de risque. Aussi, les populations qui souvent refusent de vendre leurs produits à ces trafiquants sont aussi menacés, sont donc dans des situations de lutte. La question qu'on se pose est pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour venir maintenant donc essayer de faire respecter les lois de la République de Côte d'Ivoire, empêcher les exportations illicites
de produits agricoles qui sont contrôlés par donc, des agréments. Des exportateurs doivent disposer d'agréments. La question est posée. Nous espérons avoir plus d'éléments donc pour y répondre dans les jours, voire les mois à venir. Mais nous savons que le prix du cacao qui a atteint des niveaux records sur les marchés internationaux de New York, Chicago et Londres peut être aussi le déclencheur de ces actions gouvernementales. Le cacao est acheté aujourd'hui à plus de 10 000 $ la tonne, soit 6 500 000 francs la tonne, lorsqu'à l'époque, elle était à peine à environ, on peut dire environ 400, voire 500 000 francs. Voilà, donc des niveaux records jamais atteints sur les marchés internationaux, ce qui pousse donc le régime du RDR à accentuer la pression sur ses ex-partenaires d'affaires qui se chargeaient donc d'exporter illégalement les produits agricoles de Côte d'Ivoire. Et puis, cet argent amassé durant toutes ces années, ajouté aussi au pillage des ressources de la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui planqué dans plusieurs endroits du monde. Et c'est pour continuer ces pillages et surtout pour se protéger de poursuites que M. Ouattara et son clan veulent, vaille que vaille, rester à la tête de la Côte d'Ivoire. Écoutez cette petite vidéo qui donne quelques éléments de la fortune amassée par M. Alassane Ouattara. On ne parlera pas des fortunes amassées par son épouse, et Dame Dominique Nouvian-Folorou Ouattara est propriétaire en Côte d'Ivoire de plusieurs terrains donc urbanisés. Elle est d'ailleurs la plus grande propriétaire de terrains urbanisés. Elle détient le plus de sols urbanisés sur le territoire ivoirien. Elle détient aussi des immeubles tant à Abidjan qu'à Paris, à Monaco et dans plusieurs capitales du monde. Fruit aussi donc de la rapigne et de l'expropriation des Ivoiriens. Enrichissement illicite Dado en Côte d'Ivoire, partie 2. Voici le patrimoine Dado à l'étranger. En dehors des fonds emportés des caisses de l'État, qui ont permis à Alassane Ouattara d'ouvrir des comptes dans les paradis fiscaux, Dado dispose de biens immobiliers et autres à travers le monde. Des biens acquis pour la plupart avec l'argent volé dans les caisses de l'État. Au nombre des biens immobiliers dont il dispose, on note entre autres un immeuble 6 au plateau, jouxtant la direction du Trésor public. Avec le concours de Madame Dominique Nouvian-Folorou, la patronne de l'Agence internationale de la commercialisation immobilière, AICI, qui deviendra plus tard son épouse, de nombreuses réalisations du patrimoine de l'État passeront aux mains de Ouattara. Contre un franc symbolique ou moyennant des sommes en deçà de la valeur des biens ainsi frauduleusement acquis. Hors de la Côte d'Ivoire, il faut dire que le leader du RDR a acheté à des millions de dollars en Haïti une vaste plantation de canne à sucre. Cela, sur conseil de son parrain, Feu Grégoire Yassé-Philippe. Aussi possède-t-il des bateaux commerciaux qu'il s'est offerts après son départ de la primature, qui lui rapportent énormément. Au Burkina Faso, il détiendrait une cimenterie rachetée et qui n'est pas le seul bien à son actif dans ce pays. Mais c'est au Gabon que se concentrent la plupart de ses biens. Un parc maritime et des biens de nature diverses à son nom sont dans ce pays de l'Afrique centrale où le défunt chef de l'État Omar Bongo se présentait comme son parrain en lui faisant de nombreuses faveurs. Vu la couverture dont il bénéficiait et les largesses dont il faisait l'objet dans l'acquisition des marchés publics dans ce pays, il ne fallait vraiment pas s'étonner d'entendre dire qu'Dado aurait décidé de bitumer sur fonds propres plus de 1000 km de voies de ce pays et cela, gratuitement. Par ailleurs, l'ex-fonctionnaire international, qui a des liens solides dans le milieu de la haute finance depuis Dakar, se livre au blanchiment d'argent. Ayant une parfaite maîtrise des flux financiers à travers le monde, l'ancien Premier ministre se servait de structures écrans pour se livrer à des activités pour le moins répréhensibles. Ainsi, derrière les actions de haute portée humanitaire dont l'ONG Children's of Africa, qui est une propriété de son épouse, est une couverture pour faire circuler de l'argent sale. Le circuit que suit ce réseau est tellement complexe et bien pensé qu'il serait impossible à n'importe quel spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent d'épingler l'ONG. De nombreuses sociétés exerçant dans les secteurs les plus divers, donc beaucoup d'affaires et de sous, se cachent en tout cas derrière le choix des Ouattara de s'adonner à une activité humanitaire. Outre Children's of Africa, il y a Jacques Desange. Et une autre structure comme l'International Institute for Africa, IIA, basée à Washington, avec collusion entre Ouattara et cette société. Elle a été mise sur pied depuis son passage à la primature et a pour mission essentielle de financer de façon subtile les activités subversives du leader politique et de faire du lobbying à son profit dans certains cercles. Mais bien entendu, cette structure de droit américain tirait ses revenus du recyclage de l'argent sale en provenance de pays qui étaient sous embargo. À l'image du Libéria et de la Sierra Leone, où la vente de diamants et d'or a été longtemps interdite par le Conseil de sécurité de l'ONU. Au pays où il a vécu de longues années en tant qu'étudiant puis directeur général adjoint du FMI,
Il a pu intégrer les réseaux mafieux de vente d'armes et c'est par des sociétés écrans telles l'International Institute for Africa, IIA, qu'il a armé sans discontinuer les auteurs des coups d'État à répétition qui déboucheront sur une rébellion après un énième échec en septembre 2002. La suite dans la partie 3. Vous avez écouté donc cette vidéo qui nous lève un peu le voile, nous donne quelques informations sur les fortunes qui ont été accumulés par Alassane Dramane Ouattara depuis son entrée sur la scène politique en Côte d'Ivoire dans les années 90. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui vieillissant, plus de 83 ans, voilà, 83 ans au 1er janvier 2025, officiellement d'ailleurs, et malade, ne veut pas donc abandonner le pouvoir. Il s'apprête à annoncer sa candidature à un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, plongeant le pays un peu plus encore dans le chaos. De très nombreux chefs d'État étrangers, des dignitaires et même des proches de M. Alassane Ouattara lui demandent de renoncer à cette possibilité et le président Emmanuel Macron en fait partie. Alassane Dramane Ouattara va rencontrer le leader français dans quelques jours à Paris. Il était censé quitter Abidjan hier, mais ses opérations ayant échoué, opération donc de sabordage du principal parti de l'opposition, le PDCI-RDA, le voyage a donc été reporté, Sindine, et pourrait avoir lieu aujourd'hui après la prière du vendredi. M. Ouattara pourrait se rendre en France et rencontrer Emmanuel Macron, le chef de l'État français, avec qui il débattra de plusieurs questions, dont la fermeture prochaine de la base militaire française de Port-Boué à Abidjan et aussi l'élection présidentielle à venir en 2025. M. Ouattara semble préoccupé par l'issue de cette élection, à telle enseigne que dans toutes ses dernières communications, tant aux forces de défense et de sécurité qu'au peuple de Côte d'Ivoire, il insiste sur la notion de sécurité, la notion aussi de transparence et donc d'une élection d'apaisement aussi, je vais dire, pour cette élection à venir. Craint-il que l'armée profite des chaos peut-être qui vont s'installer dans le pays, vu donc sa candidature contestée pour prendre le pouvoir, comme ça a été le cas dans de nombreux pays africains? Et craint-il aussi que ses alliés, dont la France, le lâchent en plein vol? Autant aussi de questions. En tout cas, M. Ouattara ne semble pas vivre ses meilleurs moments à la tête de la Côte d'Ivoire, comme le président ou l'ex-président du Libéria, George Weah, qui, après avoir abandonné le pouvoir, après avoir reconnu sa défaite à l'élection présidentielle et transmis le pouvoir à son successeur, vit des moments paisibles et peut donc profiter de, dirais-je, ces vacances, profiter de cette retraite. Retraite, donc, quand on sait qu'un homme politique ne prend jamais de retraite, mais monsieur Weah peut donc profiter de quelques moments de plaisir, parce qu'il n'a aucune pression comme M. Alassane Ouattara. What a surprise. Happy birthday to you. One shot for me. Yeah. Two shots. We are. Give me three. We are. Thank you. Thank you very much. Thank you. Voilà, monsieur George Weah, donc quelque part en Asie, en train de profiter de ces moments donc de détente avec son équipe, ses proches collaborateurs. C'est ça, lorsqu'on abandonne le pouvoir et qu'on n'est pas donc poursuivi pour des crimes, qu'on n'a pas commis de crimes d'ailleurs, on n'a tué personne pour confisquer le pouvoir, on peut passer des moments de détente et peut-être qu'un jour, on peut espérer revenir au pouvoir, ce qui ne serait pas le cas d'Alassane Dramane Ouattara, tant donc son héritage est sombre à la tête de la Côte d'Ivoire comme président, et aussi son héritage en Côte d'Ivoire comme opposant est aussi sombre, de même que l'héritage comme Premier ministre. C'est de ces moments que pas tous les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus. Un autre qui va peut-être suivre les voies d'Alassane Dramane Ouattara, c'est le président Patrice Talon du Bénin.
Que se passe-t-il au Bénin? Nous sommes tentés de nous poser cette question, tant aujourd'hui des rumeurs ont circulé sur le renversement du président donc Patrice Talon, mais avant cela, il se passe aussi au Bénin ce procès, il se tient actuellement au Bénin ce procès, le procès d'Olivier Boko, cet homme à droite sur votre écran, Olivier Boko, qui était considéré comme le dauphin de Patrice Talon. Il entretenait une relation quasi fraternelle avec le président béninois que nous voyons ici. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Patrice Talon. Et donc, pendant plusieurs années, pendant plusieurs années, les deux hommes ont été très proches. L'homme d'affaires Patrice Talon et l'homme d'affaires Olivier Boko. Mais dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, au 24 septembre, pardon, 2024, M. Olivier Boko est arrêté en compagnie de l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, à gauche sur votre écran. La raison, il est accusé d'avoir fomenté un coup d'État contre Patrice Talon, son meilleur ami, celui avec qui, en tout cas, ils ont ensemble bataillé pour arriver au pouvoir. Donc, le procès d'Olivier Boko et de ses 4 co-accusés doit s'ouvrir le 21 janvier à Cotonou et répondront aux charges de complot contre la sécurité de l'État et de corruption d'agents publics. Pour ces avocats, donc les avocats de l'ex-ami, on peut peut-être le dire ainsi, du président Patrice Talon, il est victime d'une instrumentalisation politique de la justice de son pays. Et pendant ce temps, donc, la Cour suprême du pays avait été sollicitée par les avocats des deux hommes et la Cour suprême a débouté les avocats donc des deux et plus des militaires aussi qui sont poursuivis, dont le patron de la garde républicaine, celui qui était chargé de protéger Patrice Talon. Donc dans l'affaire qui impliquait donc l'État du Bénin, M. Olivier Boko et Oswald qui opposait donc l'État du Bénin à M. Olivier Boko et Oswald Omé, tous deux inculpés pour complot contre la sécurité de l'État et de corruption d'agents publics. Leurs avocats ont saisi la Cour suprême pour contestation de la procédure. Donc le lundi 13 janvier 2025, dans sa décision, la haute cour de justice du Bénin a rejeté ces arguments et a confirmé la décision de la commission d'instruction, à savoir le parquet. Et donc, cette décision a mis fin aux nombreux remous et ouvre ainsi la voie au procès des deux hommes qui seront jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Voilà, vous avez compris. Alors, donc, la Criette, qui est cette cour censée juger ces deux hommes, l'ancien ministre et le bras droit du président Patrice Talon, de même que deux hauts gradés, dont le chef de la garde républicaine a requalifié les charges retenues contre M. Olivier Boko et son compagnon d'infortune, M. Oswald Omeki. Les deux personnalités sont désormais poursuivies pour complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. La Criette a abandonné le chef de blanchiment d'argent et de complot contre la sécurité de l'État. Voilà, donc c'est un procès qu'il faudra suivre à compter du 21 janvier, dans 4 jours exactement, la semaine prochaine. Le procès de M. Olivier Boko, accusé d'avoir voulu renverser le président Patrice Talon, s'ouvre à Cotonou. Des rumeurs ont circulé aujourd'hui que M. Talon, dans la nuit, donc que M. Talon avait été renversé, mais aucune indication de la part donc de Cotonou qu'un coup d'État s'était produit dans le pays. Mais on peut vous confirmer que le procès, bien sûr, aura lieu, procès de coup d'État, de tentative donc de coup d'État contre Patrice Talon, lui aura lieu. Un autre sujet donc de ce jour, c'est la situation en AES. Nous vous l'apprenions au cours de notre direct, de la nuit dernière, que la CEDEAO
a accepté donc de laisser partir le Mali à compter du 29 janvier 2024. Donc le 30 janvier, le Mali ne sera plus membre de la CEDEAO. Et déjà, le Mali, qui est un des principaux pays membres donc de l'Alliance des États du Sahel, de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, est, on peut dire, en vogue. Il y a des personnes qui frappent à la porte donc de cette de l'AES, de la Confédération AES. Et on parlait du Togo. On va écouter le ministre des Affaires étrangères du Togo qui a pris la parole au micro donc de Jules de Metz de Vox Africa. Il a exprimé donc le désir du Togo de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, la Confédération AES. On sait aussi que le président du Tchad, qui a reçu un émissaire du président du Burkina Faso, a lui aussi des intentions peut-être de se rapprocher de ses frères africains afin qu'ensemble ils puissent mieux se protéger et faire face donc aux défis qui se présentent à eux. Nous écoutons le ministre togolais des Affaires étrangères. Nous aujourd'hui, le président Assimi Goïta est une chance pour le Mali. Est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda. Si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Vous direz qu'ils vous diront oui. Les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Pour nous aujourd'hui, le président Assimi Goïta est une chance pour le Mali. Le rôle assigné à l'Afrique aujourd'hui est lamentable. L'Afrique est utilisée seulement pour servir les grandes puissances. Et ce n'est pas normal. Ce n'est plus admissible. Inadmissible. Quand la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé, les pays africains ont été mis sous pression par les grandes puissances. Il fallait se positionner. Pour se positionner. Nous avions dit non. Non pour l'un, non pour l'autre. Parfois, en tant qu'Africain, j'ai même honte de voir des Africains ordinaires. Donc, il n'y a pas que les politiques, ordinaires. Dans leur raisonnement, dans leur manière de penser, de parler, ils ont l'impression qu'on a besoin de l'autre pour exister. L'Africain a peur de s'affirmer. L'Africain a peur de se prendre en charge. Mais ce n'est pas normal. Donc, c'est un problème général que nous devons résoudre. Vous avez écouté le ministre togolais des Affaires étrangères, M. Dossé, qui s'exprimait donc sur la possibilité pour le Togo, son pays, de rejoindre l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui compte déjà 3 membres, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le Mali sortira le 29 janvier prochain de la CEDEAO. Les autres pays suivront. Et il y aura une autre réunion pour le Burkina Faso et ensuite le Niger. Ces pays donc ont décidé de conformer cette alliance AES, cette confédération, et la confédération est donc en train d'avoir ou aura probablement des nouveaux membres dans très peu de temps. Donc restez à notre écoute sur Elvic. N'oubliez pas de vous abonner et si possible de souscrire. Abonnez-vous en cliquant donc sur la sonnette pour recevoir les alertes chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Nous serons en direct ce soir à partir de 21h GMT pour décrypter ensemble l'actualité. Avant cela, vous aurez de vous aurez du contenu, voilà, de très nombreux contenus d'ailleurs, des vidéos, etc. pour vous permettre de mieux suivre l'actualité. Excellente journée et à très bientôt.